que nous prendrions toutes les mesures barrières pour quand même éviter la propagation de cette maladie. Ce que j'ai vu ces 72 dernières heures à Touba me rassure que les populations, les talibés, s'acquittent convenablement des instructions du calife en mettant le masque d'abord et en le mettant bien, mais aussi à éviter les attroupements et à se laver les mains. C'est rassurant pourvu que ça se termine comme ça. Le président de la République, il est venu ici en début de semaine, lundi. Macky Sall a rencontré le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Le président Sall et son régime, que certains accusent de n'avoir pas assez fait pour Touba, malgré la construction d'un nouvel hôpital, achèvement des travaux annoncés pour mars, malgré Ila Touba, l'autoroute. Critique fondée ou pas peut-être oui, quand on regarde par exemple les insuffisances dans le système d'assainissement, non? Peut-être que non, parce que peut-être que les gens ne sont pas au courant de ce que notre régime a fait à Touba. Et je pourrais y revenir dans les détails. Et pour qui connaît le khalife Serigne Mountakha Bachir, je pense que les propos élogieux qu'il a tenus à l'endroit du président Macky Sall ne sont pas sortis du néant. Le défunt Serigne Abdou Lahad disait « Duma sant kuma defarul dara ». Et je pense que c'est dans ce sillage que le khalife Serigne Mountakha Bachir porte dans son cœur et profondément dans ce cœur le président Macky Sall pour tout ce qu'il a fait pour le Sénégal, mais particulièrement pour Touba. Spécialement à Touba, nous avons fait beaucoup de réalisations. Peut-être que nous n'avons pas beaucoup communiqué. Touba n'a jamais eu un plan décennal de lutte contre les inondations. Nous avons un programme exécuté ici à Touba pour 7 milliards de francs CFA. Touba n'a jamais eu un programme d'assainissement des eaux usées. Nous avons un programme de 15 milliards de francs CFA à Touba. Touba, nous allons réceptionner, Inch'Allah, au mois de mars, un hôpital de dernière génération de 32 milliards de francs CFA. Touba, nous avons réhabilité Matlaboul Fawzeni pour 7 milliards de francs CFA. Touba, nous y avons installé 2000 lampadaires solaires. La liste n'est pas exhaustive. Et Touba, nous avons fait beaucoup de choses dans l'assainissement, mais bien évidemment, on est conscient qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Vous mettez le doigt sur l'assainissement, vous insistez là-dessus. Alors, pourquoi dans ce domaine précis, il y a eu cette initiative citoyenne locale par le biais de l'association Touba Ca Kanam, justement pour continuer ces travaux d'assainissement de la ville? Oui, je salue l'initiative de Touba Ca Kanam. Moi-même, j'en suis membre. Je pense que Touba est une mégalopole aujourd'hui au Sénégal. Et l'État y fait énormément de choses. Et c'est tout heureux que les populations s'organisent pour venir à côté de l'État faire des réalisations. Je pense que l'assainissement est un domaine très complexe qui nécessite beaucoup de moyens, beaucoup d'études techniques. Mais c'est tout heureux que l'association Touba Ca Kanam, au nom de l'intérêt de la ville, que les populations s'organisent dans une dynamique communautaire pour être à côté de l'État. Pour moi, Touba Ca Kanam, c'est à côté de ce que l'État fait. Je n'ai pas énoncé tout à l'heure toutes les routes qui sont faites ou qui sont en train d'être faites à Touba par notre régime. Donc nous avons vraiment de quoi être fiers de ce que nous avons fait. Et je pense que c'est tout heureux qu'on ait, comme j'ai dit tout à l'heure, à Touba, une action communautaire à travers Touba Ca Kanam pour accompagner, pour être à côté de l'État, pas en face de l'État, à côté de l'État pour faire encore cette ville. Parce que Touba est une mégalopole. Sénégal, ce n'est pas seulement Touba, mais Touba pèse et compte beaucoup pour Touba. C'est pour cela que nous avons fait beaucoup de réalisations que nous avons faites à Touba. Mais comme j'ai dit, Touba Ca Kanam, c'est à côté de l'État par rapport aux investissements dont Touba a besoin. Mais alors pourquoi Macky Sall et son régime sont aussi faibles politiquement à Touba? Oui, je pense que vous touchez un problème qui n'est pas lié aux réalisations que notre régime a faites à Touba. Aujourd'hui... Vous avez une autre explication? Oui, j'y arrive. Je pense que, en termes de réalisation, notre régime a fait à Touba ce qu'aucun régime jusqu'ici n'a fait à Touba. C'est paradoxal, comme vous dites, nous avons péché pendant les élections, mais moi je l'explique autrement. Je pense que à Touba, c'est le travail politique, comme j'ai dit,
qui n'a pas suivi les actions que nous avons faites pour les populations. Nos camarades qui sont ici, dans le parti, dans la coalition, se battent. Mais comme j'ai dit, Touba, c'est une mégalopole qui n'est pas facile politiquement, où il y a eu des antécédents politiques. Je pense que d'autres régimes ont, pour ne pas dire le Parti démocratique sénégalais, les populations ont voté massivement dans le passé pour le Parti démocratique sénégalais, pour des raisons plus ou moins émotionnelles et affectives pour moi. Mais nous travaillons, nos camarades qui sont ici sont très courageux. Si on analyse les résultats que nous avons eus à Touba depuis que nous sommes arrivés, c'est vrai qu'on a perdu. Et quand on perd, on ne retient que la défaite. Mais si on fait une analyse approfondie des résultats que nous avons faits, notre parti, notre coalition a fait des avancées significatives. Mais nous ne baissons pas les bras, nous travaillons et nous espérons que la prochaine fois sera la bonne pour Touba. On parle développement toujours. Oui. Le développement du département de Diourbel, sous Macky Sall, votre département d'origine, un département qui ne décolle pas malgré les promesses du chef de l'État. En juillet 2012, quelques mois après l'arrivée de Macky Sall au pouvoir, la réunion du Conseil des ministres a été délocalisée ici. Beaucoup d'engagements pris, comme partout ailleurs. D'ailleurs, 8 ans après, Diourbel ne décolle pas. C'est votre analyse. Mais 8 ans après, nous avons fait de grands pas vers le développement, vers le décollage. Mais parce que malheureusement, le retard était très, très, très important. Mais aujourd'hui, dans le département de Diourbel, on peut bomber le torse pour dire que nous avons fait des réalisations qui sont palpables. Diourbel, dans le département, nous n'avons jamais eu, je ne parle pas de Ila Touba, qui nous a complètement désenclavés, mais nous n'avons jamais eu à Diourbel un transport urbain moderne. C'est fait avec le président Macky Sall. Diourbel, nous n'avons jamais eu de réceptif hôtelier capable d'accueillir nos zones. C'est fait. Diourbel, nous avons étraîné notre espace numérique ouvert. Diourbel, nous avons étraîné notre bloc scientifique technique. Diourbel, nous avons eu un éclairage moderne et je peux continuer encore à citer. L'hôpital de Diourbel s'est modernisé aujourd'hui avec Macky Sall. Donc, je pense qu'il y avait beaucoup à faire, et nous avons fait beaucoup. Il reste encore à faire, mais comme vous le dites, nous, Diourbel, est vraiment sur les rampes Il ne faut peut-être pas circonscrire le département dans le seul périmètre de la commune. Absolument. On évoque Promoville, quelques kilomètres de route pour la voirie urbaine de Diourbel, mais dans le département, c'est ces contrées qui restent enclavées, l'électrification rurale. J'ai eu la chance de parcourir les 12 communes du département de Diourbel. En 2008-2009 déjà, nous avons fait le tour du département. Aux dernières élections, nous avons refait le tour. Aujourd'hui, si vous connaissez Taïba Moutoufa, Kerngalgou, La Paix, pour y aller en 2008, quand nous y allions, nous perdions dans la brousse. Aujourd'hui, on a une piste carrossable pour y aller. 2008, la naissance de l'APR dans l'opposition. La naissance de l'APR. Quand on y allait, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, la route Diourbel, Tourembonde, Ndindi, c'est une vieille revendication de 30 ans. Elle est en train d'être faite. Aujourd'hui, l'électrification rurale, aller à Tokigar, l'électrification réelle est une réalité. Et je peux en citer autres, sans compter les réalisations du PUDC, de Ndoulo à Dankosen, en passant par Kerngalgou Ndiaye et Ngoye. Donc, le département n'a pas été oublié. Le département a été complètement désenclavé. Aujourd'hui, vous quittez Diourbel, vous allez à Dankosen, vous allez à Ndoulo, vous allez à Ndindi, jusqu'à la frontière avec le département de Louga. Et ça, c'est sous notre régime, Babacar. Donc, Diourbel, le département de Diourbel doit reconnaissance, considération au président Macky Sall et à son régime parce que les faits sont concrets. Nous pouvons toucher du doigt les réalisations qui sont faites dans le département. L'hydraulique, les forages, on entend tous les jours le cri du cœur des habitants de ces villages de Diourbel qui, pour des raisons de panne, qui, pour l'inexistence jusqu'en 2020 de forages. Non, je pense que nous avons une bonne couverture de l'hydraulique des forages dans le département de Diourbel. C'est vrai, ces derniers temps, nous avons quelques soucis, et je le reconnais. Le souci, c'est que l'État est en train d'expérimenter la délégation de services publics dans l'hydraulique rurale. Et Diourbel, nous avons un fermier qui exploite les forages au niveau du département
Et nous avons quelques soucis. Ça, je le reconnais. J'ai reçu quelques maires du département qui se sont plaints de certains agissements du fermier qui est là-bas, mais nous y travaillons, je reconnais. Mais au point de vue couverture des forages que nous avons dans la région, et je donne souvent l'exemple de Ndankasen qui a connu 2 forages quand on est dans notre premier mandat. Ce n'est pas rien. Et c'est des zones qui avaient des difficultés d'eau. Et je pense qu'aujourd'hui, le président de la République a demandé qu'on fasse l'évaluation de la délégation de services publics par rapport aux ouvrages que nous avons mis en délégation, si vous permettez la répétition. Le Sénégal qui a besoin de 15 000 milliards de francs CFA pour relancer son économie affaiblie, tout naturellement d'ailleurs, par la crise sanitaire du Covid-19. Plan de relance via le PAP 2, la deuxième phase du plan d'action prioritaire du plan Sénégal émergent. Vous les aurez, ces 15 000 milliards? On espère les avoir. On est très optimiste. Je pense que sur ce sujet, il faut d'abord rendre hommage au président de la République qui a eu la vision de mettre en place un plan Sénégal émergent. Et tu plus pour ça, c'est son travail. Oui, mais c'est ce qu'ils nous ont devancé. Ils n'y avaient pas pensé. Mais je voulais dire, le mérite n'est pas seulement d'avoir mis en place un plan stratégique, une vision jusqu'en 2035. Ce n'est pas évident en Afrique de voir des programmes qui ont une vision à long terme. Mais le mérite, c'est aussi d'avoir, compte tenu de la Covid, de mettre en place un programme de résilience. Et quand au moment où nous sommes en train de gagner la bataille contre le Covid, de penser à la relance. C'est absolument important. Et c'est dans cette relance-là que nous avons considéré que le plan d'action prioritaire doit être accéléré et ajusté. C'est tout heureux que nous avons un taux de croissance qui se situe aux environs de 0. Mais nous espérons, avec les bonnes récoltes que nous allons avoir... 0,7 pour 2000, c'est la prévision. Oui, prévision de 0,7. Mais nous espérons qu'avec les bonnes récoltes, on croise les doigts, que nous serons parmi les rares pays en Afrique qui vont faire un taux de croissance positif malgré la Covid. Donc, compte tenu de la bonne signature du Sénégal, compte tenu de leadership incontesté du président Macky Sall, nous sommes très optimistes que nous allons avoir ces 15 millions. 15 000 milliards de francs CFA. Le secteur de l'artisanat qui est sous votre responsabilité réclame son aide d'urgence. En attendant, c'est un dossier chaud qui est sur votre table. 37 milliards de francs CFA ont été annoncés, mais les artisans, ils n'ont toujours pas vu la couleur de l'argent. Pourquoi? Oui, je dois saluer tous les artisans du Sénégal qui nous écoutent. Je pense que le président de la République a pensé que les artisans constituent un maillon important de notre économie. Le président de la République compte sur l'artisanat pour assurer l'industrialisation de notre pays, qui est une initiative très importante du président de la République. C'est pour ça qu'il a pensé que pendant la Covid, ces artisans ont été impactés et il faut les assister et les soutenir. Je dois avouer que ce n'était pas facile parce qu'il fallait recenser les artisans. C'est un travail qui a pris du temps. Je dois avouer, je sais qu'ils s'impatientent. C'est un travail qui a pris du temps parce qu'il faut les recenser. Nous avons fait l'option, sur instruction du président de la République, de faire un cash transfert à ces artisans. Mais pour faire un cash transfert, il faut s'assurer que aux personnes à qui on fait ces cash transferts sont des artisans. C'est une limite de l'artisanat. Nous n'avons pas de statistiques fiables à jour. On le reconnaît. Et d'ailleurs, le président nous a instruit qu'au sortir de cette campagne de recensement qu'on est en train de boucler, nous allons faire un recensement exhaustif, géoréférencé des artisans qu'on pourra les savoir où est-ce qu'ils sont sur l'ensemble du territoire. Je comprends leur impatience. Je profite de votre micro pour leur dire, nous y travaillons d'arrache-pied, mes services et moi. On pense que très prochainement, ils vont commencer à recevoir cet appui de l'État. C'est quoi le délai exactement? Je ne veux pas m'enfermer dans des délais parce que c'est des projets. En tout cas, le président nous a donné le feu vert, il a donné l'enveloppe. Maintenant, pas plus tard qu'hier, je faisais le point avec mes services. On a déjà fait travailler tous les gouverneurs du Sénégal où nous avions mis des comités régionaux de recensement des artisans. Parce que c'est très sensible. Et nous ont remonté les informations, on est en train de les compiler. Le reste,
Peut-être c'est une question de passation de marché avec les opérateurs qui vont faire les transferts. Mais nous avons pris toutes les dispositions. La question fondamentale, c'est la question de la fiabilité des données des artisans qui se sont inscrits sur le fichier. Mais je comprends leur situation et je voulais vraiment leur dire que nous y travaillons et que très prochainement, ils vont recevoir cette aide, Inch'Allah. C'est quand même impressionnant, un secteur aussi important. On n'a pas cette donnée statistique, on ne sait pas combien d'artisans il y a au Sénégal. Oui, vous savez, les artisans s'inscrivent dans les chambres consulaires, particulièrement dans la chambre de métier. C'est une grosse, j'allais pas dire révolution, mais c'est un gros changement que nous voulons opérer dans les chambres de métier. Moi, j'ai déjà annoncé la couleur sur instruction du président de la République. Malheureusement, il faut le dire, que moins de 30% des artisans sont inscrits au répertoire des chambres de métier. C'est la réalité. La raison, elle s'explique. Les artisans ne se sont jamais retrouvés dans les actions des chambres de métier. Moi, j'ai réuni tous les présidents de chambres de métier avec qui je travaille, le président de l'Union, et de manière très démocratique et très transparente, je le dis, les grandes réformes que nous voulons apporter dans l'artisanat seront supportées par les chambres de métier. Mais cela nécessite un changement de paradigme profond par rapport à la gestion de ces chambres de métier-là. Ils le reconnaissent. Il faudrait que les artisans sentent la nécessité d'aller s'inscrire au répertoire des chambres de métier. Et là, c'est un gros chantier que nous avons ouvert. Et très prochainement, d'ailleurs, on retrouvera tous les chambres de métier pour leur présenter le projet qu'on a dessus avant de le faire valider par la haute autorité. Vous êtes le ministre de l'Artisanat. Oui. Vous êtes également le ministre de l'Emploi. L'immigration clandestine. Le phénomène... Il existe toujours. Ces dernières semaines, des dizaines de Sénégalais ont tenté, à bord de pirogues, de rallier l'Europe. Il y en a qui ont été interceptés ici au Sénégal, dans les îles du Saloum. Il y en a eu en Mauritanie, au Maroc. Vous êtes le ministre de l'Emploi, donc, et ça vous interpelle. Parfaitement. Mais d'abord, votre réaction sur cette nouvelle vague de tentatives d'immigration clandestine. Malheureusement, je le constate pour s'en désoler. J'ai souvent dit aux jeunes que je rencontre que l'immigration clandestine n'est pas la solution. La solution, c'est ici. La solution, c'est ici, c'est d'oser entreprendre ici. Parce que ce que nous sommes... c'est le message qui est toujours prononcé, il ne passe pas. Oui, mais je vais expliquer pourquoi. Je vais expliquer comment ça se passe. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes partent parce qu'ils pensent que de l'autre côté, c'est l'Eldorado. Les jeunes partent parce qu'ici, en général, ils pensent qu'ils ne peuvent pas trouver un emploi décent. C'est vrai, la question de l'emploi se pose dans tous les pays, donc parfaitement au Sénégal. Nous, ce que nous voulons faire dans notre régime, c'est d'inculquer les notions d'entrepreneuriat aux jeunes et de mettre des cadres qui leur permettent de pouvoir entreprendre. Minime soit-il. Minime soit-il. J'explique souvent aux jeunes que ne pensez pas que vous allez entreprendre aujourd'hui, gagner de l'argent aujourd'hui, devenir un grand monsieur, entre guillemets, aujourd'hui. Ce n'est pas possible. C'est justement pourquoi, c'est là où il y a tout le sens qu'il y a l'articulation entre la formation professionnelle et l'artisanat, qui sont deux leviers qui doivent régler la question de l'employabilité et la question de l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, nous avons des dispositifs qui permettent à tout un Sénégalais qui veut apprendre un métier de se faire assister par l'État. Jamais au Sénégal, on a eu autant de moyens, et ça c'est la vision du président de la République qui a décidé de mettre 20 milliards de francs CFA dans la formation des jeunes. Aujourd'hui, on a plus de 3000 jeunes, aujourd'hui au moment où je parle, qui ont été formés dans des métiers, qui sont des demandes dans leur environnement économique, où l'État a payé la formation à travers le fonds de financement de la formation. C'est une vieille revendication. Parce que les 20 milliards qui permettent à ces jeunes Sénégalais de Sédhiou, de Makacoulibantang, de Kolda, de Diourbel, de se faire former, mais c'est justement cet argent était dans le budget de l'État. Et que tous les régimes qui sont succédés ici n'ont pas accepté de le reverser à la formation des jeunes. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sortis des écoles, qui n'ont pas été à l'école, qui sont sortis des daras, peuvent faire une formation qualifiante courte, qui leur permet d'avoir une employabilité. Mais justement, le changement de paradigme, c'est que ces jeunes, pendant la formation, ils vont être accompagnés en entrepreneuriat. Et l'ADER, qui est aussi une autre innovation de notre régime, viendra derrière pour assurer le financement de ces jeunes. C'est pour ça que j'ai dit, aujourd'hui, le cadre existe pour permettre aux jeunes d'acquérir un métier
quelle que soit sa situation familiale, au nom de l'équité, d'avoir un accompagnement non financier, d'avoir un accompagnement financier et de pouvoir entreprendre. Mais comme je dis, je profite encore de votre micro pour dire aux jeunes, il faut y croire, il faut oser entreprendre parce que c'est là où nous avons le salut par rapport à l'emploi des jeunes. Est-ce que ce n'est pas l'éparpillement de toutes ces initiatives de l'État, d'air par-ci, ANPEJ par-là, ailleurs Prodac, est-ce que ça n'affaiblit pas toute la politique de l'État, du gouvernement Macky Sall sur la promotion de l'emploi des jeunes? Ça n'affaiblit pas, mais ça donne pas, je suis d'accord avec vous quelque part, ça donne pas une meilleure visibilité, une meilleure lisibilité des actions que nous menons à l'endroit de ces mêmes cibles. C'est la raison pour laquelle le président de la République nous a instruit en Conseil des ministres de travailler dans la connexion, dans la mise en synergie des actions de toutes ces structures qui interviennent dans le cadre de la formation, de l'accompagnement financier et de l'accompagnement non financier. Donc, je suis d'accord que ça ne donne pas une meilleure lisibilité, mais très prochainement, vous allez voir des orientations qui nous permettront de pouvoir travailler en complémentarité, en synergie, pour plus de visibilité et de clarté dans ce que nous faisons envers les jeunes. Vers un regroupement de toutes ces initiatives en une seule. L'autorité en décidera, mais en tout cas, nous, en tant que techniciens, nous sommes en train de faire ce travail entre ministères sectoriels, entre directions générales. Nous sommes en train de faire ce travail. Nous mettrons sur la table de l'autorité les propositions que nous jugeons les plus pertinentes. Mais comme vous dites, une manière d'être beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient, d'être beaucoup plus visible pour avoir des interlocuteurs plus calmes pour les jeunes, parce qu'aujourd'hui, le défi, c'est l'emploi des jeunes. 8 ans quand même que Macky Sall, il est président de la République et on tergiverse, on ne sait pas... absolument pas. On ne sait pas, il en a supprimé, il en a fait renaître ces agences et autres structures de l'État qui s'occupent de la promotion de l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, on pense à les regrouper. Non, je n'ai pas dit qu'on va les... C'est ce qu'on appelle tergiversation. Non, je n'ai pas dit qu'on va les regrouper. J'ai dit c'est l'autorité qui va décider. Vous parlez de connexion, de connexion de toutes ces initiatives. Il y avait des connexions. Moi-même qui vous parle, j'ai été directeur général de 3FPT, j'ai travaillé beaucoup avec l'ANPEJ, j'ai travaillé beaucoup avec l'ADER et j'ai travaillé aussi avec d'autres structures telles que l'ADPM. Mais nous voulons le faire de manière beaucoup plus structurée, beaucoup plus huilée pour donner une meilleure visibilité aux jeunes. Parce que le plus important, c'est les jeunes qui a besoin d'accompagnement, d'appui, qu'ils puissent comprendre comment tout cela va se passer. Mais nous en avons supprimé des agences. Nous avons fait beaucoup d'économies sur des agences qui ont été supprimées, sur d'autres postes que nous avons jugés des postes budgétivores qui devraient nous permettre de pouvoir investir davantage sur des investissements, sur les investissements, si vous permettez l'expression. Dame Diop, le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat, on parle d'éducation, le baccalauréat technique. On n'a pas encore idée du taux de réussite pour cette année? Je n'ai pas le chiffre en paix, on est aux environs de 60%. On a toujours eu de très bons résultats dans le bac technique. On n'est pas très bavard, on n'est pas... mais nous sommes aux environs de 60% de taux de réussite entre le bac T1, T2, S3, STEG, G, S4 et S5. Nous avons fait d'excellents résultats avec des mentions très honorables, des mentions très bien. Au lycée technique industriel de la Fosse, au premier tour, en série S3, nous avons eu 100% de réussite. Et ce n'était pas la seule école. Donc, on a de très bons résultats cette année. Mais je dois aussi le dire, à l'engagement des enseignants, de toute la communauté éducative, parce que ce n'était pas évident. Et quand nous avons repris les cours dans le système éducatif, certains n'y croyaient pas. Nous avons repris, nous avons fait redémarrer les cours, nous avons fait un bon encadrement en présentiel et à distance, ce qui nous a valu les résultats que nous avons aujourd'hui. Il y a plus de nouveaux bacheliers dans les autres matières que dans les séries scientifiques et techniques. Malheureusement. Il se dit que si on veut aller de l'avant, quand on est Sénégal, oui, il faudra changer la donne. Tout à fait. Comment faudra-t-il changer la donne? Alors, question pertinente et profonde. Moi-même qui vous parle, j'ai fait le lycée technique. Et quand on était au lycée technique, on se moquait de nous quand on avait nos blouses. On nous appelait des Wachirakasso, parce que c'est dans notre subconscient. Je dis souvent, le président Senghor a eu du mérite. Il a bâti un État. Les présidents qui se sont succédés, ils sont allés dans ce sens-là. On a formé de hauts magistrats, de hauts cadres
qui nous valent aujourd'hui d'avoir une administration des ressources humaines reconnue à travers le monde. Mais aujourd'hui, les besoins sont ailleurs. Il nous faut absolument changer de paradigme. Aujourd'hui, on a moins besoin de sociologues, de magistrats. On en a besoin, mais moins. Mais on a plus besoin d'agriculteurs, de producteurs, d'agro-businesseurs, si vous permettez l'expression, des éleveurs modernes. Mais il faut que notre jeunesse aille dans ces métiers du primaire. Nous ne pouvons pas faire le développement du Sénégal sans investir dans ces métiers du primaire, au sens large, l'agriculture au sens large. Tous les métiers annexes et connexes à l'agriculture doivent être des métiers de choix du jeune. Que moi, jeune, j'ai eu mon bac, j'ai décidé d'aller apprendre l'agriculture parce que je ne deviens pas agriculteur parce que mon père a été agriculteur. Je deviens agriculteur parce que j'ai envie d'aller apprendre l'agriculture et d'investir dans l'agriculture. C'est tout le sens du travail de sensibilisation que nous faisons. Il faut que les jeunes en fassent une option. Que vous dites qu'on travaille sur la conscience des jeunes pour qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, on est plus utile à soi, à sa famille, à sa communauté, en allant faire des études dans le primaire, par exemple, que de faire des études théoriques longues. Mais le président de la République l'a compris, c'est pourquoi on a décidé d'augmenter la capacité d'accueil des centres de formation. Nous avons un gros programme du président de la République qui consiste à construire 45 nouveaux centres de formation dans le pays. Je dois rappeler d'ailleurs, quand nous arrivions au pouvoir, je suis obligé de faire une comparaison, nous avons eu 87 centres de formation professionnelle dans le pays. Aujourd'hui, on est à 120 centres de formation professionnelle. On fait la différence, 87 à 120. Et nous allons en réceptionner 13 cette année et démarrer le programme de 45 centres de formation dans des métiers nouveaux, pour que les jeunes puissent aller dans la formation professionnelle. Donc c'est tout le sens de ce programme que nous faisons. Toutes les ressources financières que nous mettons dans l'artisanat, toutes les ressources financières que nous mettons dans la formation professionnelle, mais justement c'est pour permettre de former nos jeunes au lieu qu'ils ne fassent des études longues. L'objectif du président, c'est d'orienter 30% des sortants du cycle fondamental vers la formation professionnelle. On est à moins de 10% au moment où nous parlons. C'est un enjeu de taille, mais comme vous dites, le Sénégal aujourd'hui, notre économie, en perspective des ressources minières que nous attendons, il faut que notre jeunesse soit formée en conséquence pour qu'on puisse récolter véritablement les dividendes de ces ressources-là. Alors, restez dans votre secteur de la formation professionnelle avec cette grogne du collectif des établissements privés d'enseignement professionnel. Les lenteurs selon ces instituts et écoles, lenteurs dans l'appui financier qui leur est destiné, 500 millions pour 256 établissements. Exact. Ça semble peu, mais d'abord, pourquoi là aussi c'est lent? Non, c'est pas là. C'est d'ailleurs il faut saluer l'initiative. L'initiative que la Covid a affectée quand nous avons fait les études, affecté des secteurs du transport, du tourisme, mais de l'éducation. Les écoles, de manière générale, les écoles de formation y compris, ont été affectées. Et le président de la République a décidé d'accompagner ces écoles-là. Nous avions eu 300 millions, une enveloppe de 300 millions. Et quand nous avons fait le plaidoyer auprès du président de la République, il a accepté de rallonger pour 200 millions. Là aussi, je dois profiter de votre antenne pour dire aux écoles de formation privée, nous avons fait un travail de contrôle. Il fallait voir les écoles de formation qui sont à jour, qui sont reconnues, qui sont autorisées, et faire tout ce travail de contrôle. Et il faut le dire aussi, aujourd'hui, beaucoup de centres de formation privés le sont de nom. Je salue le travail du privé. Parce que, comme j'ai dit, quelque part, ils ont une mission de service public. Parce que là où ils officient, ils encadrent, ils forment des jeunes, ils les forment pour l'État. Parce que s'ils ne le faisaient pas, c'est l'État qui devait faire à leur place. Ils le font, ils ont une mission de service public. Mais comme je dis, il y a un gros effort à faire, aussi bien dans le public que dans le privé, surtout en matière de formation professionnelle, d'amélioration de l'environnement de formation, de la qualité de formation, du niveau des diplômes qui sont sortis, parce que ce sont les ménages, les parents qui payent pour eux. Donc, très prochainement, on va leur remettre leur chèque. Ça, je peux par contre prendre un délai. La semaine prochaine, ils auront leur chèque, Inch'Allah. Ça, je peux le dire aux auditeurs qui nous écoutent. Dame Diop, vous avez été directeur général de la Société publique de transport Dakar Demdik. Absolument. Votre successeur, Moussa Diop, démis de ses fonctions, son limogeage, donc, on en parle quand même avec vous. Limogeage pour raisons politiques ou faute de gestion?
Vous comprendrez que je suis mal à l'aise de parler de mon successeur à la tête de Dakar Dem Dik par rapport à son limogeage. Tout ce que je peux dire, que c'est nous tous qui avons voté une constitution qui confère au président de la République la possibilité de nommer aux emplois civils et militaires. Que je sache, moi-même j'ai été directeur général, président du conseil d'administration, ministre, on ne m'a jamais demandé mon avis pour être nommé. C'est le président de la République qui a son schéma, qui a ses objectifs et qui place ses collaborateurs là où il pense, au moment où il le pense. Pour moi, le président de la République, à un moment donné, a pensé qu'il faut changer le directeur de Dakar Dem Dik, le directeur général de Dakar Dem Dik, il l'a fait, comme la Constitution le lui autorise. Cette société Dakar Dem Dik, l'état dans lequel vous l'aviez laissé, quel regard vous jetez dessus? Est-ce qu'elle est là où vous la voyez être aujourd'hui en 2020? Si je fais une analyse, je serai peut-être porté à juger mon successeur. Mais tout ce que je peux dire, c'est une très belle société. Je dois faire l'aveu ici que moi-même, j'avais beaucoup d'appréhension quand le président de la République m'a demandé d'aller à Dakar Dem Dik. Mais c'était palpitant. Et nous avons ouvert de gros chantiers à Dakar Dem Dik. C'est très difficile parce que l'exploitation, ce n'est pas une chose facile. Dakar Dem Dik a un passé, une société très syndicalisée. Et l'exploitation, ce n'est pas une chose simple. Mais nous avons fait ce que nous avons pu faire à Dakar Dem Dik. Nous avons légué à Moussa Diop le flambeau. Mais je pense qu'il y a encore possibilité de faire de Dakar Dem Dik une grosse boîte parce que le potentiel est là. Il y a de grands hommes, de grands travailleurs, de grands techniciens de l'exploitation. Et le besoin est là. Je dois rappeler que c'est nous qui avons même décidé d'ouvrir le réseau sur le Sénégal Dem Dik. Nous avons travaillé à la mise en place des bus. Nous avions un plan que mon successeur a continué et qui a fait plus. Mais c'est une belle boîte qui est un gros challenge. En tout cas, moi, c'était très stressant. J'ai bien aimé les 2 ans que j'ai passé à la tête de cette boîte. C'était intelligent, c'était une bonne idée de faire Sénégal Dem Dik et plus tard Afrique Dem Dik. Alors, moi, en le mettant en place, j'avais 2 raisons fondamentales. La première, j'avais dit Dakar Dem Dik, c'est une SAPPM. Ce sont nos impôts que l'État a mis dans Dakar Dem Dik. Et je ne voyais pas pourquoi l'habitant de Makacouli-Bantan ne pouvait pas bénéficier des produits de Dakar Dem Dik. J'ai dit, c'est au nom de l'équité que je pensais qu'il faut faire Sénégal Dem Dik. Mais la deuxième raison, non moins importante, quand nous avions fait une analyse du transport interurbain, on s'est rendu compte que beaucoup d'accidents, avec beaucoup de morts, un parc vétuste. Nous avions voulu prêcher par l'exemple. L'idée que j'avais expliqué à mes collaborateurs, notre rôle en tant que société Dakar Dem Dik, ce n'est pas de faire de la concurrence à l'interurbain, mais c'était une manière de tirer l'interurbain pour qu'on puisse faire, à l'instar des autres pays, un transport interurbain moderne. C'était ça l'objectif. Mais c'était moins pour moi que de gagner de l'argent, parce que dans tous les cas, nous, on est une société d'État, majoritairement, mais l'objectif, ce n'était pas de faire des bénéfices, mais l'objectif, c'était d'encourager les privés à niveler vers le haut la qualité dans le transport interurbain. Vous ne voulez pas commenter le limogeage de votre successeur Moussa Diop à la tête de Dakar Dem Dik? Chacun y va de sa conviction. Je disais tout à l'heure, la question c'est faute de gestion ou raison politique. Ça a coïncidé en tout cas avec une sortie qu'il a faite sur une chaîne de télé pour dire que le 3e mandat était assimilable à un coup d'État. Le mandat présidentiel, on en parle avec vous. Est-ce que c'est le Conseil constitutionnel, comme l'a dit votre collègue Mansour Faye qui vous a précédé dans cette émission, est-ce que c'est le Conseil constitutionnel qui doit trancher le débat sur une 3e possibilité ou pas pour Macky Sall de se représenter? Un homme de droit républicain jusqu'au bout des ongles, j'ai dit oui, c'est le Conseil constitutionnel. Nous tous, dans notre architecture juridique et judiciaire, le Conseil constitutionnel qui doit trancher en dernier lieu. Mais vous conviendrez avec moi, nous sommes dans un bateau
Et nous avons un capitaine qui s'appelle le président Macky Sall. Et nous avons convenu dans notre bateau de nous concentrer, de concentrer tous nos efforts vers les objectifs pour lesquels les Sénégalais nous ont brillamment réélus en 2017. On en a largement parlé dans l'émission. Oui. On est vraiment dans le chapitre politique. Oui. Et ce débat-là, difficile de l'éteindre. Vous donnez raison au président de la République. Vous donnez raison au président de la République qui disait que si je dis oui, la polémique enfle. Si je dis non, la polémique enfle. Que dit la loi sénégalaise clairement dans votre tête sur le mandat présidentiel, mais surtout le mandat de Macky Sall? Oui. Non, mais moi, comme j'ai dit, nous sommes dans un bateau. Nous avons décidé dans notre bateau de ne pas parler de ça parce que ça fait de la diversion par rapport aux Sénégalais qui c'est un sujet important. C'est un sujet au centre c'est au cœur du débat politique dans la sous-région ouest africaine. Oui, mais moi, j'ai dit toujours que le Sénégal n'est pas les autres pays dans la sous-région. Le Sénégal est un grand pays, petit pays par la taille, mais un grand pays par ses hommes. Moi, en tout cas, ce que je ne veux pas commenter sur ça. Ce que je peux vous dire... Attention à la littérature, ça fausse le jeu parfois. Grand pays, etc. D'accord. Le débat, il est là. Ouais. Oui, mais le débat, il est là. Nous, on est un petit pays. 197 000 km², c'est un petit pays par la taille. Mais un grand pays par ses hommes. Ça, vous me le concédez. Alors, donc, moi, ce que je dis, nous, en tout cas, nous avons décidé de ne pas débattre d'histoire de mandat. Nous nous focalisons sur le pourquoi les Sénégalais nous ont élus. Moi, Dame Diop, ministre de la République, collaborateur du président de la République, ce que je peux vous dire, c'est que le président, nous sommes entrés en politique avec le président et nous lui resterons loyaux jusqu'au-là. Est-ce que vous avez envie que Macky Sall continue après 2024 à être président de la République? Mais si ça ne dépendait que de nous, il continuerait très très longtemps encore. Ça, je le dis et je le confirme. Parce qu'il a fait d'excellentes choses dans ce pays que tout le monde salue. Et évidemment, les Sénégalais souhaiteraient que cette expérience continue. Ce que vous dites doit faire débat, ça peut être grave aux yeux de certains. Ah non, moi, c'est ma conviction personnelle. C'est ma conviction personnelle. Moi, je parle de faits, de ce qu'il a fait, des réalisations qu'il a faites, et que nous, on a besoin de construire ce pays-là. Jusqu'au-delà de 2024. Et avec Macky Sall. Nous avons créé un parti qui s'appelle APR. Nous voulons conquérir le pouvoir, le garder le plus longtemps possible. C'est notre raison d'être. Mansour Faye, toujours, puisque je parlais de lui tout à l'heure, sa polémique avec Ousmane Sonko, vous en pensez quoi? La sortie d'Ousmane Sonko, la réplique de Mansour Faye. Non, je pense que c'était... On est dans le champ politique. Je pense que Mansour Faye a été atteint dans son honorabilité parce que M. Sonko l'a traité quand même de menteur. Oui, mais je pense que c'est pas très élégant. Et moi, je regrette cela parce que quand même, on est politique, mais nous devons aussi nous respecter mutuellement. Mais nous devons faire un débat d'idées. Et Mansour Faye, ce qu'il a dit, c'est un débat d'idées. Il a dit d'ailleurs hier dans sa conférence de presse qu'il va répondre, il se soumet au contrôle. Donc pour moi, il n'y a pas débat. Il n'y a pas raison quand même qu'on puisse le traiter de menteur, comme vous dites. Je pense que c'est pas très correct de la part des acteurs politiques, des gens qui aspirent quand même à diriger ce pays-là. Est-ce que Ousmane Sonko, aujourd'hui, il est votre plus grand adversaire politique, vous, régime de Macky Sall? Nous sommes au pouvoir. Nous travaillons pour les populations sénégalaises. L'opposition, quelle qu'il soit, nous ne faisons pas de fixation sur une personne. Nous considérons l'opposition, nous considérons que l'opposition, M. Sonko fait partie de l'opposition. Nous faisons notre travail de parti au pouvoir, de coalition au pouvoir. Nous, on n'a pas de fixation sur une personne. Là, vous travaillez avec les autres formations politiques sur comment affiner le statut de l'opposition et de son leader. Oui. La question sur Ousmane Sonko, est-ce que vous le considérez comme le plus grand adversaire du régime de Macky Sall? Je pense vraiment pas. Nous avons décidé de dialoguer. Comme j'explique souvent, nous avons confortablement gagné au premier tour d'un second mandat. C'est pas évident. Nous l'avons fait. On aurait pu gouverner ce pays et laisser l'opposition s'opposer. C'est la règle de la démocratie.
C'est nous-mêmes, le président de la République. Quand vous dites second mandat, il n'y aura pas de troisième. Hein. Attention, oui, si mais on parle français. Je ne parle pas de mandat, moi. Je dis, quand nous sommes arrivés en 2019, quand nous avons été réélus, nous avons été brillamment réélus. On aurait pu continuer de travail pour lesquels les Sénégalais nous ont fait confiance. Mais le président de la République a pensé qu'aujourd'hui, compte tenu de tous les enjeux qui nous entourent, il est important de dialoguer. Il n'a pas obligation de le faire, mais nous dialoguons avec ceux qui veulent dialoguer. Et nous dialoguons pour trouver des consensus forts pour le Sénégal. Aujourd'hui, au moins sur deux régimes, sur deux registres, on devrait dialoguer. Sur le registre sécuritaire, nous devons dialoguer. Sur le registre des ressources naturelles que nous avons, nous devons dialoguer. Mais je pense qu'il faut nous reconnaître quand même cette vision du président de la République parce que c'est deux choses qui vont encore suivre le Sénégal pendant des années. Donc tout le mérite nous revient de pouvoir quand même dialoguer et nous dialoguons avec ceux qui le veulent pour trouver des consensus forts pour notre avancée démocratique. L'entrisme, entre guillemets, de l'opposition dans un gouvernement de Macky Sall, ça fausse le jeu pour vous ou ils sont les bienvenus si la décision de Macky Sall a été de les associer nous avons toujours dit que nous souhaitons gouverner avec l'ensemble des Sénégalais. On n'a pas de problème que le président de la République constate que M. Babacar Fall a des compétences qu'il peut utiliser dans un tel domaine, qu'il fasse partie de notre parti ou de notre coalition ou non, que le président fasse appel à lui. C'est des Sénégalais qui ont des compétences, qui ont une certaine expertise qu'ils peuvent mettre à la disposition du Sénégal. Mais je rappelle souvent que gouvernement élargi, le Sénégal, c'est une démocratie qui marche. Les institutions sont debout, plus fortes que jamais. Le pouvoir exerce le pouvoir, les opposants s'opposent. Mais maintenant, si le président décide de faire appel à X ou à Y, nous, on n'a pas de problème par rapport à ça, parce que tout ce qui anime le président depuis tous les jours, il est tendu vers la satisfaction des besoins des Sénégalais. Maintenant, tout Sénégalais qui accepte de nous rejoindre dans ce registre, il est le bienvenu pour moi. On parlait de cette polémique sur Mansour Faye, parce que le fond du débat, c'était la position de Mansour Faye sur une éventuelle convocation qui pourrait lui être servie par l'Office anticorruption, l'OFNAC. Est-ce que vous pensez qu'un ministre, il peut être convoqué par l'OFNAC? Si on revisite les textes de l'OFNAC, l'OFNAC peut entendre toute personne dans le cadre d'un dossier. Ça, c'est l'article 3 de la loi qui crée l'OFNAC. Mais vous conviendrez qu'avec moi, que les ministres, dans notre architecture judiciaire, sont traduits éventuellement devant la Haute Cour de justice. Mais l'OFNAC, dans la loi qui le crée, permet à l'OFNAC d'entendre toute personne. Et toute personne, on prend un ministre, un député. Mais dans l'absolu, le ministre, parce que l'OFNAC, encore il faut le reconnaître, ce n'est pas une juridiction. C'est une autorité administrative. Donc, dans ce cadre, il peut entendre de toute personne dans le cadre de... Même un ministre. Oui, même un ministre. C'est ma compréhension. Quand j'ai regardé le texte qui crée, D'ailleurs, Mansour Faye l'a dit hier en conférence de presse que, bon, si la loi le lui permet, il ne va pas marcher pour y aller, mais il va courir. Donc, parce que nous pensons que il faut nous reconnaître d'abord la création de l'OFNAC. C'est le plus important. C'est nous qui avons décidé, le président de la République, de créer l'OFNAC. Ce n'était pas évident. Les ministres sont astreints à la déclaration de patrimoine avant leur entrée dans le gouvernement, quand on est nouveau ministre. Ils manqueront à l'appel quand on se fie au dernier comité de l'OFNAC sur le sujet. Est-ce que c'était vous, ce ministre qui n'a pas encore déclaré son patrimoine? Non, ce n'était pas moi. Ça, au moins, c'est qui Bon, je ne saurais le dire, parce que la déclaration de patrimoine, c'est une affaire personnelle et confidentielle. En tout cas, ce n'était pas moi. Moi, j'avais déclaré mon patrimoine quand j'ai été nommé directeur général. Et je l'ai déclaré aussi, qui fait office de déclaration de sortie quand j'étais nommé ministre. Dame Diop, vous êtes natif de Diourbel. Oui. Vous ne manquez pas d'ambition politique peut-être pour votre ville. Aux prochaines municipales, vous serez candidat à la candidature de la coalition Benno Bokk Yakaar pour devenir maire de Diourbel. Ben oui, moi j'ai toutes les ambitions
qu'un homme politique peut avoir pour sa ville. Mais comme je dis souvent, ce n'est pas une question de personne. Moi, je pense que c'est une question d'équipe et d'hommes capables d'accompagner le développement de la ville. J'allais même dire de la région de Diourbel. Oui, j'ai toutes les ambitions. Non, j'appartiens à un parti, j'appartiens à une coalition. Le moment venu, on tranchera. Votre regard sur le travail de l'actuel maire de Diourbel, il manque quoi? Bon, je pense qu'il fait ce qu'il peut à la limite de ses possibilités et de ses moyens. Mais tout ce que je veux dire, c'est que nous, en tant qu'État, en tant que gouvernement, nous l'avons accompagné, nous l'avons soutenu, nous l'avons aussi accompagné, comme je dis, dans le cadre du développement de Diourbel. Et c'était notre rôle. Un mot aux sportifs de Diourbel, qui est un club qui joue en Ligue 1 sénégalaise, mais qui habite Kaolack, obligé parce qu'il n'y a pas de stade à Diourbel. Tout à fait. La Sonacos a élu domicile à Kaolack et jouer au stade Lamine Gueye de Kaolack, une grosse aberration, c'est incroyable, et depuis des années maintenant. Oui, je pense que c'est vrai, nous recevons à Kaolack, parce que le stade Ely Manel Fall attend d'être réfectionné, mais c'est un vieux dossier. Vous savez que dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et la Chine, il était prévu de réhabiliter un certain nombre de stades, dont Ely Manel Fall de Diourbel. Il y a eu du retard, c'est vrai, ce qui a fait que le stade n'était plus praticable à des compétitions de haut niveau. Et aujourd'hui, mon collègue Matarba travaille d'arrache-pied sur là. Tout est bouclé. Je pense que n'eût été la Covid, aujourd'hui, le stade serait réceptionné. Mais bon, la Covid est passée par là, mais le dossier est prêt. Je pense que dans les jours à venir, si la Covid devient un vieux souvenir pour nous, les Chinois pourront se déplacer pour la réhabilitation du stade Ely Manel Fall de Diourbel. Je le souhaite vivement.